Et donc nous allons entamer l'examen d'un premier exemple de coopération. Donc il porte sur un opéra de Verdi. Aïda, c'est l'histoire d'un général royal amoureux d'une esclave appartenant à une communauté ennemie. Je suppose que Marc y verra une histoire où un dignitaire sort de son appartenance et de son rôle au nom de son amour, et peut-être qu'il le considérera comme un sujet de désir. Et cette histoire est, par plaisanterie, je dirais presque homologue, entre les acteurs de la coopération, un opérateur phare et un petit poussé qui est du vivier des maisons de jeunes. Bon, voilà, bon. Alors donc, nous avions à chacun des opérateurs soumis une petite trame en les invitant à nous exposer un peu la genèse de leur coopération, l'objet de la coopération mise en place, son type, ses modalités et quelle évaluation ils en faisaient aujourd'hui. Mais vous suivez cette trame évidemment très librement. Alors, comme on a coutume de le dire, les projets Une Autre, qui sont issus de notre collaboration, c'est une longue histoire. Alors, avant de vous saouler, on vous propose un petit teaser qui va vous mettre en bouche, comme ça. L'histoire a commencé il y a un certain nombre d'années, puisque c'est en 2010 que nous avons décidé de mener une action ensemble qui a débuté de manière un peu anecdotique, puisque à plusieurs reprises, la Fédération des Maisons de Jeunes avait tenté d'aller vers l'Opéra Royal de Wallonie, et c'était très difficile en fait d'obtenir une réunion, etc. Jusqu'au jour où un stagiaire commun que Valérie et moi-même avons eu me raconte que dans le cadre des journées européennes de l'opéra, l'opéra désirait organiser une journée où elle allait créer des ponts avec le monde hip-hop, milieu qui est très présent dans le secteur des maisons de jeunes. Et tout simplement, je me dis, il faut que je contacte cette madame de l'opéra pour que nous collaborions et qu'on fasse venir le milieu hip-hop du secteur des maisons de jeunes à travailler avec l'opéra. Et donc, je laisse un message sur sa boîte vocale, elle me rappelle, et tout démarre de ça, où nous avons organisé donc une journée où nous proposions des animations publiques générales qui venaient à l'opéra, à la fois pour le découvrir, mais aussi par le biais d'une autre culture que celle du chant lyrique.
Et cette journée donc, a proposé au public présent tant des ateliers de chant lyrique, que de danse hip-hop, que de graphes, que de musique, etc. Et on est arrivé à l'issue de cette journée à une conclusion très positive, puisque pas mal de personnes sont venues à cette journée porte ouverte, et notamment beaucoup de publics qui ne venaient pas d'habitude à l'opéra. Là-dessus, chacune de nous deux est retournée, je vais dire, dans son association, dans son institution, en repensant aux objectifs qu'elle avait. Tout à fait. Et ce qui est important de préciser, c'est que dès cette première journée, cette première rencontre, il y avait une réelle mixité entre le monde de l'opéra et la culture jeune, qui était en l'occurrence celle-là, qui était la culture hip-hop, puisque des jeunes ont new stylé sur une base d'un texte du livret d'opéra qui était à l'affiche. Ils ont slamé sur ces mêmes textes. On a graffé, on a fait du graphe sur le thème du livret de l'opéra. Et donc, la réelle mixité était déjà de mise, parce que c'était vraiment ça le but initial. Ce n'était pas d'amener le hip-hop à l'opéra, c'était aussi que l'opéra aille à la rencontre du hip-hop. Donc, ce n'était pas inclusif, c'était une rencontre qui était souhaitée. Alors, de part et d'autre, chacune, nous avions nos objectifs de travail. Et en l'occurrence, moi, à la Fédération des maisons de jeunes, nous développions depuis pas mal d'années une réflexion avec les jeunes de maisons de jeunes sur la mixité des genres et particulièrement sur la place des filles dans le secteur des maisons de jeunes et la place de la femme dans la société. Suite à cette rencontre-là, et parce que nous avions une démarche de travail vraiment fortement basée sur la démarche artistique, donc essayer de mettre au travail des jeunes de maisons de jeunes avec des artistes professionnels, avec aussi une collaboration avec des institutions culturelles phares, on va dire, en tout cas des organes de diffusion qui allaient quelque part nous aider à porter la parole des jeunes dans l'espace public. Je me suis dit que l'opéra devait probablement être aussi un moyen intéressant de provoquer une réflexion avec les jeunes. Donc, imaginer une collaboration, une coopération avec l'opéra allait nous permettre à la fois de poursuivre une réflexion sur la mixité des genres et la place de la femme dans la société, mais aussi de garantir cette démarche de travail artistique qu'à la Fédération nous défendons fermement, et donc donner à ces jeunes un encadrement de qualité avec des personnes artistes et autres professionnels vraiment désireux de transmettre aux jeunes, et donc d'avoir une garantie de l'expression des jeunes et de la reconnaissance et de la valorisation de cette expression. Alors, quant aux objectifs de l'opéra, les objectifs principaux, évidemment, moi je suis responsable du service éducatif, donc comme nous sommes un opérateur subsidié, évidemment, nous avons une mission de médiation culturelle, donc là on en revient à la démocratisation de la culture, et donc mon but au sein de l'opéra, c'est de faciliter l'accès à l'opéra pour tous. Pour ça, évidemment, il y a une grande collaboration avec l'enseignement, avec le tissu associatif local, on organise des portes ouvertes, des workshops, on crée des produits spécifiques, et surtout on essaye d'adapter les tarifs. Mais mon but, c'est aussi de désacraliser l'opéra, de se dire, nous, on pâtit un petit peu aussi de cette fameuse institution phare, quoi. L'opéra, c'est le gros dinosaure, le bulldozer qui ramasse tous les subsides sur son passage. Et du coup, pour beaucoup de personnes, l'opéra, c'est une porte qui ne peut pas être passée. D'ailleurs, Cécile a été confrontée à ça en essayant d'obtenir des rendez-vous. Ça ne m'était pas revenu aux oreilles, mais c'est bien la preuve qu'il faut s'obstiner, qu'il ne faut pas partir sur un sentiment d'échec et qu'il faut continuer à essayer d'avoir les contacts que l'on souhaite avoir. Moi, de même, c'était pas si facile d'aller vers les autres cultures qui ont tendance à rejeter le monde de l'opéra. Donc, toutes deux, on se trouvait confrontés à des a priori, en fait, parfois. Et on a persévéré. Et grâce à ça, donc moi, je pouvais aussi mener cet objectif de désacralisation du genre opéra et même du bâtiment, qui est un petit peu impressionnant. En plus, moi, j'ai pour mission aussi de considérer le jeune en tant qu'artiste et en tant que partenaire de création, et d'aller à la rencontre de nouveaux publics,
ce qui pouvait être atteint, évidemment, avec cette collaboration, avec tout ce vivier de jeunes qui non seulement allaient venir découvrir l'opéra, mais aussi en faire la promotion auprès de leurs familles qui peut-être n'avaient jamais passé la porte de l'opéra, et une volonté de renouvellement, un petit peu de trouver des idées un peu novatrices, créatives, trouver une façon de sortir un petit peu des rails, tout en préservant l'art de chacun, tout en préservant évidemment l'art lyrique, c'est quand même la base, et ça rencontrait complètement les objectifs de Cécile. De la Fédération des maisons de jeunes, pardon. On a tendance à se considérer comme moi opéra, Cécile comme fédé. Alors, donc, à ce jour, il y a eu 3 projets qui ont été développés en collaboration, donc avec l'opéra, la fédération et évidemment des maisons de jeunes et des jeunes issus de ces maisons de jeunes. Le schéma de travail, de collaboration est un peu le même à chaque fois, même s'il y a évidemment des différences dues au facteur humain avec lequel nous travaillons et au désir des jeunes auxquels nous attachons une grande importance. Mais l'idée est vraiment que la fédération propose ce projet à l'ensemble de ses membres, c'est-à-dire une centaine de maisons de jeunes réparties sur tout le territoire de la communauté française, donc Bruxelles et Wallonie. Et donc la seule condition qui est mise pour participer à ce projet, c'est qu'il faut assister à une représentation de l'opéra à partir duquel nous démarrons. Donc, en l'occurrence, à la première édition, nous sommes partis de l'opéra de Carmen, la deuxième édition de La Traviata et le dernier opéra qui a été joué ici en février démarrait de Aïda. Donc, la seule condition qu'on demande aux jeunes qui participent à ce projet, c'est d'assister à une représentation de l'œuvre originale. À partir du moment où ils ont vu ça, il y a un double travail qui se met en place. Le premier est celui de vraiment constituer un réel groupe où chaque jeune se sent à son aise et où il prend position. Il faut savoir aussi que la première fois que nous avons démarré, il y avait une 40aine de jeunes, une 70aine la deuxième fois, et au démarrage d'une autre Aïda, il y avait une 100aine de jeunes, et au final, ils étaient 80. Ça veut dire que la dynamique, donc je vous disais que le schéma est plus ou moins semblable à chaque fois, mais malgré tout, les choses évoluent en fonction notamment du nombre de jeunes, etc. Mais donc il y a un travail qui se fait sur ce facteur humain, ce désir de rencontre et d'échange que les jeunes ont et que les maisons de jeunes ont entre elles. Donc en cela, la fédération joue aussi le rôle de mise en réseau des acteurs de ce secteur. Et à côté de ça, il y a toute la volonté alors d'appliquer les jeunes dès le démarrage du processus participatif, puisqu'on va identifier avec les jeunes les thématiques qui sont abordées dans l'opéra choisi. On décide d'en débattre en sous-groupe, etc. avec eux pour identifier ce qu'eux veulent faire passer comme message, donc depuis l'opéra original. Avec quoi sont-ils d'accord? Avec quoi ne sont-ils pas d'accord, pardon. En quoi la société d'aujourd'hui correspond peut-être à certains points de vue à la société qui était celle du moment où l'opéra a été créé, etc. Donc pour en arriver vraiment à une trame, à toute une matière, comme ça, tout un terreau, sur lequel peut se baser la metteur en scène avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle Marine Erink, qui est habituée à travailler avec un public d'ados dans des créations collectives. Et donc, elle rédige, sur base de toute cette matière-là, un scénario. Donc, ce scénario qui va tenir compte de tous ces messages que les jeunes veulent faire passer et qui va tenir compte de leur pratique culturelle, de leur pratique artistique, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de les faire chanter au niveau lyrique, mais bien d'inclure dans la création leur propre procédé artistique qu'ils pratiquent, c'est-à-dire de la danse, qu'elle soit orientale, hip-hop, qu'elle soit du jazz contemporain, qu'ils chantent une autre forme de chant, comme du slam, qu'ils rappent, qu'on y inclut également les mouvements, les styles musicaux qu'ils préfèrent. Enfin, il y a toute une série, les langues qu'ils pratiquent, puisqu'il y en a pas mal qui sont d'origine ethnique et différentes, culturelles, etc. Donc on essaye vraiment de faire tout ce brassage. Donc ce n'est pas un petit travail qui est donné là à la metteur en scène, qui propose un scénario pour conclure cette première étape, je vais dire, du processus de travail.
Scénario qui est soumis évidemment aux jeunes, à la fois pour voir s'ils sont d'accord avec ce scénario, s'ils adhèrent à cela, s'ils en comprennent tous les tenants et aboutissants, puisqu'évidemment c'est eux qui vont devoir après assumer le fait de défendre ce scénario sur la scène face à un public qui sera venu les voir. Et donc, à l'issue de ça, une fois que tout est avalisé au niveau du scénario, s'enclenche tout le processus de création où on va partir de propositions musicales qu'eux ont faites, mais aussi d'extraits musicaux de l'opéra original, et on va proposer des chorégraphies, on propose des mises en scène, etc. Il y a vraiment tout un travail d'échange alors là qui se fait entre les encadrants professionnels artistiques et les jeunes pour en arriver à cette création collective qui est alors là diffusée sur la scène de l'opéra à plusieurs reprises cette fois-ci, puisque d'une première représentation publique lors du premier projet, nous sommes passés cette fois-ci à 3 représentations publiques, dont une à destination du public scolaire. 3000 personnes. Oui, donc ça veut dire que 3000 personnes ont pu, cette fois, pour ce projet-ci, une autre Aïda, applaudir les jeunes. Et je pense que là, on pourra vraiment dire que non seulement on donne la parole et la scène aux jeunes pour que artistiquement, ils puissent s'exprimer, culturellement, ils s'expriment aussi, puisque nous avions pas moins de 6 langues qui étaient utilisées dans ce spectacle, y compris la langue des signes. Et il porte socialement une parole collective, une parole engagée qui est issue d'une analyse critique d'une œuvre. Je pense qu'on peut là rejoindre les choses qui ont été évoquées auparavant. Il faut savoir aussi qu'il y a forcément un développement non seulement culturel, mais personnel, individuel du jeune au sein même du groupe. Parce que au niveau individuel, il y a une grande exigence dans les projets que nous menons. Il n'y a pas de casting, on l'a dit, tout le monde est libre de participer, mais l'exigence, elle est dans la présence, dans la volonté de terminer un travail jusqu'au bout, de s'investir jusqu'à la fin, de comprendre le fruit d'un travail mené jusqu'au bout. Évidemment, c'est le lever de rideau, les applaudissements du public, ça c'est vraiment le fruit du travail récolté. Et il faut aussi, dans ce type de projet, je pense, pouvoir s'encadrer de professionnels qui sont vraiment attentifs à la pédagogie, car il faut pouvoir vraiment créer ce sentiment collectif. Il ne faut pas un metteur en scène qui veuille créer sa propre mise en scène, son propre scénario, un chanteur qui veut se mettre en avant. S'il y a des professionnels qui les encadrent, c'est évidemment pour que ce soit fait au sein du groupe et pour le bien de la création collective. Et en ce sens, je voulais rebondir aussi sur les maisons de jeunes participantes, c'est que nous avions des maisons de jeunes issues de différents milieux sociaux, de différents socioculturels, de différents milieux ruraux. Il y avait du milieu rural, du milieu urbain, des jeunes vraiment de partout, de 3 provinces différentes, donc il y a un investissement dans les trajets, le temps des jeunes aussi. Et tous ces jeunes ne se connaissent pas à l'origine. Parfois, ils ne se connaissent pas nécessairement non plus au sein même de la maison de jeunes. Et il y a un très grand respect qui apparaît au fil du temps parmi tous ces jeunes qui commencent à respecter les pratiques culturelles et artistiques des autres, tout autant qu'ils respectent la pratique culturelle de l'opéra et de l'art lyrique, et vice-versa. Parce que je peux vous dire qu'au sein de l'opéra, le personnel de l'opéra, les techniciens, le public de l'opéra qui est habitué à venir, reconnaît avec beaucoup de respect le travail de ces jeunes et de leurs propres pratiques artistiques. Alors, ici, il est noté sur notre feuille qu'on doit peu parler des modalités, des types de coopération, etc. Dans la manière donc d'organiser ce projet, très tôt avant son lancement, je vais dire le lancement de la formation vers les maisons de jeunes, l'opéra et la fédération, on se voit, on propose des choses, on élabore une structure très large pour travailler ensemble. Après, ça se construit en ayant vraiment ce qu'on appelle un peu le trio de coordination, c'est-à-dire Valérie, Marie, la metteur en scène, et moi-même, qui sommes très complémentaires en fait dans nos fonctions, etc., et qui évidemment avons 3 particularités de par les institutions ou pas qu'on représente, puisque Marie est vraiment une sphère artistique
en elle-même, elle ne doit pas répondre à une hiérarchie ou à une organisation ni quoi que ce soit. Et nous-mêmes, moi je viens d'une association qui essaye de mettre en réseau d'autres associations, et Valérie fait partie d'une structure comme l'Opéra, elle-même très hiérarchisée, et parfois il faut tenir compte de pas mal de contraintes dans l'organisation, ne fût-ce que pour avoir les locaux de répétition et des choses comme ça. Donc, on est vraiment un trio de base pour la coordination du projet, mais un trio de coordination qui ne peut rien faire sans tous les animateurs et les encadrants des maisons de jeunes. Et donc, je veux dire par là, autant les animateurs coordonnateurs qui suivent le projet et qui donc vont être nos relais d'information premiers pour vraiment bien mobiliser les jeunes au bon moment, leur faire passer les bons messages, rappeler ce que c'était l'opéra original, des choses comme ça, et les encadrants artistiques qui œuvrent dans chacune des maisons de jeunes au quotidien dans les techniques d'expression choisies par les jeunes. Donc il y a vraiment ce lien qui est très fort, à la fois dans le trio de coordination, mais avec les animateurs, où on prend beaucoup de soin à la communication, en fait, au transfert d'infos, aux échanges. S'il y a eu une anecdote qui s'est passée avec un jeune ou l'autre, on essaye d'en parler, etc., pour vraiment qu'il n'y ait pas de choses latentes ou de rumeurs qui se développent, vraiment que les choses soient très claires dans le projet. Et puis, évidemment, il y a les jeunes en eux-mêmes, puisque parfois même au sein d'une seule maison de jeunes, d'une seule structure, ce projet représente un moment particulier pour que les jeunes se connaissent mieux. Ils ne fréquentent pas nécessairement les mêmes ateliers dans la maison de jeunes, et le fait de se retrouver réunis sur ce projet les rapproche eux-mêmes également. Donc ça, c'est un peu la manière dont le projet s'organise, dont le projet se met en place, et puis malgré tout n'est pas trop cadenassé et laisse place à des initiatives. Je pense notamment à des animateurs cette année qui prenaient régulièrement son petit GSM, qui faisait des petites vidéos spontanées avec les jeunes et les partageait sur le réseau Facebook. Je pense que c'est des choses qui, au niveau de la dynamique du groupe et de la construction donc de cet élément, de ce sentiment d'appartenance à un même projet, à un même but commun, ça a ajouté à tout ce que nous avions déjà travaillé par les précédents projets, par l'expérience qu'on a acquise à travailler ensemble. Voilà un peu donc le mode opératoire, entre guillemets, qui suit une méthode de travail et une structure évidemment basée sur des principes comme la démocratie culturelle, la participation active des jeunes à tous les échelons, l'éducation non formelle. Tout ça, évidemment, c'est l'ancrage très fort que nous avons toutes les deux de par nos structures et les animateurs des maisons de jeunes également. Mais en même temps, c'est pas cadenassé, c'est pas figé, et donc on laisse de la place à des propositions, à des manières de faire. On essaye aussi, par exemple, qu'il n'y ait pas que des rencontres à l'opéra, mais à un moment ou deux ou trois, si c'est possible, sur le processus, on va plutôt travailler dans une des maisons de jeunes qui accueille tout le reste du groupe, plutôt que d'être systématiquement à l'opéra. Une nouveauté qu'on a eue cette année, de par les demandes des années précédentes, c'était par exemple d'accueillir à un moment donné les parents des jeunes à l'opéra, pour qu'ils se rendent compte aussi de où leurs jeunes travaillent tous les dimanches avec nous pour mettre sur pied cette création, parce qu'eux, ils peuvent aussi avoir des projections de structure. Quand on voit la façade de l'opéra, ça paraît imposant, ça paraît figé, mais on ne se rend pas compte qu'à l'intérieur, c'est des moyens techniques, oui, mais c'est aussi plein de personnes qui sont là pour soutenir le projet, qui viennent également travailler le dimanche, ne fût-ce qu'à la conciergerie, pour qu'on ait accès aux locaux. Donc tout ça, c'est des choses qui favorisent alors toute l'attitude des parents sur la présence réelle des jeunes lors des moments où on travaille en création avec les jeunes. Oui, parce que le projet s'étale sur une année environ au moins, sans compter la préparation que nous menons en amont, évidemment, la réflexion que nous menons en amont et les évaluations. Donc 1 an pour les parents, c'est chaud quand même. Et donc il faut pouvoir aussi les accueillir. Et le parent est évidemment très très important, parce que si on n'a pas la collaboration du parent, qui n'est pas non plus lui un opérateur, mais malgré tout il est opérateur à la maison, il faut évidemment le rassurer et s'assurer sa collaboration. Je voulais revenir un petit peu, on avait une question
question ici sur comment a-t-on pris en compte la gestion des risques et les éventuelles résolutions de conflits. Donc, les gestions des risques, en tout cas budgétaires, il faut savoir que, en tout cas pour un gros opérateur comme l'Opéra, il faut pouvoir compter sur le soutien de sa direction, bien entendu. Donc, nous avons fonctionné sur fonds propres en grande partie, mais nous avons essayer de calculer les risques en tenant compte d'une recette billetterie aussi qui devait être extrêmement faible. Pourquoi? Pour garantir l'accès à tous. Nous n'avons pas voulu la gratuité de l'accès aux tickets, donc aux places, parce qu'on veut aussi qu'il y ait une démarche pour que les familles, le public de l'opéra, cette grande mixité dans le public, que tous ces gens fassent la démarche. C'était 2,50 € et 5 € la place. On voulait garantir cela. Donc on a évidemment calculé les recettes billetterie et du côté de la fédération, nous avons vu également ce qui pouvait être mis en fonds propres. Et là, bien sûr, on a entamé des démarches pour essayer d'obtenir des coups de pouce supplémentaires. On a rempli des dossiers, remis des dossiers, défendu des dossiers ensemble, toujours en ping-pong. Hein. Et nous avons eu la chance d'obtenir, moi j'ai pu obtenir le soutien de la Loterie nationale pour tout ce qui est les projets jeunes. Et nous avons, je vais te laisser parler du prix, peut-être que la Fédération des maisons de jeunes a obtenu. Oui, parce que Raphaël l'a évoqué tout à l'heure, les moyens publics sont ce qu'ils sont. Voilà, oui. Nous n'allons pas épiloguer. Et donc, à un moment donné, face à un engouement pareil, un nombre de jeunes pareil, il y avait 14 maisons de jeunes, cette fois-ci, participant au projet. On ne pouvait pas, entre guillemets, se contenter d'aller chercher des moyens par le biais de la circulaire traditionnelle vers laquelle nous allons et vers laquelle, évidemment, nous sommes allés. Mais on ne pouvait pas en rester là, il fallait nous donner les moyens de garantir à ces jeunes qu'on allait vraiment leur donner une place. Et donc nous avons tenté un prix de mécénat. Donc en fait il y a un collectif d'entreprises à Liège qui s'appelle Collégia et qui lance un appel chaque année pour remettre un prix à 1, 2 ou 3 maximum projets qu'ils estiment correspondre aux valeurs qu'ils défendent. Et en effet on a eu le bonheur en soumettant ce dossier d'avoir l'unique prix décerné, donc le prix de mécénat, qui a été un fameux coup de pouce, évidemment, ne fût-ce que pour tout le budget, réalisation des décors et des costumes, etc. Puisqu'alors, de l'autre côté, nous sommes allés chercher les moyens vers les moyens publics pour garantir tout ce qui était plus lié à l'encadrement professionnel cohérent et de qualité à mettre à disposition des jeunes également. Alors oui, la gestion des conflits, je dirais que on ne peut pas penser à tout dans un projet, et donc c'est un peu au cas par cas. Maintenant, peut-être l'exemple le plus fort est celui que nous avons dû vivre cette année, qui est qu'au démarrage du projet, quelque temps après avoir vu les jeunes, je crois qu'on les a vus 3-4 fois, notre metteur en scène a été contrainte médicalement de tout stopper, donc d'activité, tout stopper au niveau professionnel. Et donc là, on s'est retrouvés. Oui, nous avions fort heureusement le scénario en main. Mais alors, on s'imaginait mal à ce stade-là du projet faire appel à tout autre metteur en scène. Le processus était beaucoup trop enclenché que pour vraiment aller chercher quelqu'un d'extérieur à la dynamique qui s'était mise en place. Et donc, c'est naturellement que Valérie et moi-même, nous avons décidé de prendre en charge alors autant la coordination pédagogique que nous avions déjà que le côté direction artistique, en s'adjoignant toutefois le savoir-faire d'un chorégraphe avec lequel nous travaillons habituellement, donc qui n'est pas metteur en scène à la base, mais qui travaille également très régulièrement avec la metteur en scène que nous avions. Et donc lui allait un peu jouer le rôle de l'artiste non attaché à une structure, qui allait pouvoir à un moment donné prendre des décisions quand il fallait faire un choix, parce que c'est pas toujours évident pour nous deux. Moi j'étais un peu celle qui prenait la défense de la place des jeunes et des maisons de jeunes dans le projet, et Valérie avait la place du côté lyrique, du côté professionnel du projet que nous devions avoir, etc. Et donc avoir un espèce d'électron libre qui à un moment donné tranchait,
était quand même intéressant pour nous. Et donc, nous avons continué à fonctionner, évidemment, avec une grande fidélité au scénario qui avait été proposé par la metteur en scène et à sa manière de faire, puisque là également, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Et nous avons pu mener alors le projet jusqu'au bout, jusqu'aux 3 représentations, en ayant été fidèles au projet et en faisant face à tout ce qui venait à nous pendant le processus, quoi. Oui, dans la prise en compte, dans des projets de collaboration de cette envergure, dans la prise en compte des risques, il faut évidemment envisager qu'à un moment donné, on doive encore personnellement injecter encore plus d'énergie et de temps. Donc il faut quand même se laisser, il faut être conscient de ça lorsqu'on lance une grande collaboration et qu'un des éléments peut, pour une raison ou une autre, disparaître de la collaboration. Les leçons à en tirer, l'évaluation, si c'était à refaire. Alors au niveau de l'opéra, moi je pense que la mission que nous avons est pleinement réussie, une telle mixité en fait, tant dans la salle que sur scène, au niveau des pratiques artistiques, 14 pratiques artistiques représentées, à tout niveau, cette mixité des genres, mixité sociale, c'est d'une richesse, le métissage est d'une richesse incroyable, saluée par tous, par le public des vieux abonnés, tout autant que par les familles des jeunes, ou peu importe, quoi, tout le monde est très enthousiaste. Donc que dire de plus, si ce n'est que c'est un résultat extrêmement positif pour la maison d'opéra qui s'est grandement ouverte. Maintenant, la plus grande fierté, je pense, c'est cette évolution et ces ressentis des jeunes que Cécile va vous expliquer, mais nous faisons évidemment des évaluations après chacun des projets pour voir s'il est pertinent d'avoir une 3e, une 4e, une 5e édition. Au niveau de l'évaluation avec les jeunes, évidemment, puisque ici on n'avait même pas encore terminé ce 3e projet, qu'on recevait déjà des demandes de personnes qui allaient venir nous voir, qui demandaient pour pouvoir faire partie du processus suivant. Alors que nous-mêmes, on s'était dit, on vient de faire un triptyque qui partait d'opéra abordant cette question de la place de la femme avec des postures différentes à travers les 3 opéras. On s'imaginait avoir fait le tour, en tout cas, de cette dynamique-là. Et en même temps, c'est vrai qu'on est pris également nous-mêmes dans l'engouement et dans l'envie de travailler parce qu'il y a ce crescendo qui est tout le temps là, que ce soit au niveau des commentaires qu'on reçoit, au niveau de l'intérêt qu'il y a pour ce projet, tant dans le secteur qu'à l'extérieur. On peut noter par exemple que la première représentation avait certes fait salle comble, mais la 2e année, on a eu 2 représentations complètes également, mais on a également eu une collaboration avec la télévision locale, avec RTC Liège, qui est venue capter l'entièreté du projet et qui l'a diffusé, je ne sais pas combien de fois à la télé. Donc il était prévu 3-4 fois la diffusion sur la télé. Je pense qu'on l'a au moins eu 15 fois, quoi. Il est repassé, etc. Ils sont revenus du coup cette année. Par le prix Collégia que nous avons obtenu, nous avons eu une collaboration aussi de la réalisation d'un making-of du projet que vous allez voir dès que nous aurons fini de parler en conclusion. Donc il y a tout cet intérêt-là. L'intérêt des journalistes également, puisque nous avons des carnets d'adresses, je vais dire, au niveau de la presse complémentaire, nous-mêmes étant plus dans un registre social, les faits de société, des choses comme ça, et l'art lyrique a vraiment son domaine aussi, mais on parvient mutuellement à mobiliser les médias de plus en plus, le public qui est à chaque fois là. Je pense que si on avait prévu une 4e représentation cette année, je pense qu'on aurait pu remplir la salle également. Donc tout ça nous donne envie d'aller plus loin, mais également alors du coup, si un 4e projet devait naître, on essaierait d'aller encore plus loin dans la démarche artistique avec les jeunes. Mais là, où allons-nous aller? Je n'en sais rien encore. Peut-être montrer le teaser pour conclure. Voilà, en guise de conclusion, on va peut-être vous montrer le petit montage qui est là et puis nous répondrons à vos questions.
de jeunes, qui est donc automatiquement basé sur une musique qui est beaucoup plus actuelle, même s'il y a des extraits d'opéra et des extraits d'Aïda dans l'opéra. On amène une dimension hip-hop, break, enfin tout ce que les jeunes aiment pour le moment. Il y a évidemment une grosse création collective au niveau de la chorégraphie, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est que ce soit une création de jeunes, donc au niveau chorégraphique, dans le sens où c'est eux qui créent la choré et c'est moi qui vais plutôt les diriger dans leur création. Vraiment, il faut savoir que c'est eux qui ont créé les 90% du spectacle, au niveau chorégraphique en tout cas. En fait, voilà, l'idée c'est de garder d'Aïda l'essence d'Aïda. On va essayer de faire ça. Réellement, commencer à nous proposer des personnages. On a encore un petit problème à ce niveau-là. Vous devez, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, former une équipe qui se tient, une équipe d'acteurs. On va commencer. Allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Enchaîne plus vite. Est-ce que c'est possible et pourquoi ça n'a pas enchaîné? Ça n'a pas enchaîné parce qu'il y a plein de pas. Soit une des deux Aïda, soit Émilie ou je ne sais plus qui danse avec elle, ou Alice. Mais oui, il faut un petit espace pour qu'on passe parce que... L'opéra a envie de se tourner vers d'autres cultures que la culture lyrique et a aussi pour but d'amener les jeunes à venir voir l'opéra, à venir voir nos spectacles, qui parfois pâtissent d'une réputation qui est un peu méritée. Finalement, on s'imagine que l'opéra c'est ennuyeux, que c'est long, que c'est pour les vieux, que c'est pour les gens un peu trop chics. Pas du tout. L'opéra c'est pour tous les publics. Et donc, il est intéressant d'apporter en effet cet autre regard et ce mélange de musique et de culture qui finalement donne un spectacle métissé. Et moi, je pense que le métissage c'est toujours quelque chose de très riche. Ce projet, c'est surtout des rencontres, c'est le plus important, je pense. Dans ce projet, c'est vraiment la chose qui a le plus changé, pas nos vies, mais disons qu'on a fait des rencontres incroyables. On est 80, même des personnes de ma maison, des jeunes que je ne connaissais pas très bien, grâce à ça, c'est devenu des amis limite pour la vie, parce que vraiment, c'est un projet vraiment humain et qui implique la créativité collective, ça c'est sûr. Pour moi, ce projet, c'est un grand projet pour moi parce que je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. On vient jouer à l'Opéra de Liège et c'est super grand avec des personnes professionnelles avec nous et c'est une grande responsabilité. Il faut vraiment beaucoup s'appliquer pour ne pas sortir du personnage et bien l'incarner, quoi. Moi, c'est Amnéris, donc je suis la fille du chef, la princesse. Le message, c'est que quand on voit comment ça s'est passé à l'époque, ceux qui avaient le pouvoir, ils faisaient ce qu'ils voulaient des gens, ils les maltraitaient comme ils voulaient. Et dans le spectacle, il y a tout le temps des femmes qui sont surmenées, maltraitées. Moi, je suis l'exemple même, vu que je jette des esclaves à terre. Je me prends vraiment pour je sais pas qui. Esclave, tu assisteras au défilé qui se prépare avec moi. Toi, prosterné dans la poussière.
Oui, c'est vrai, à côté donc, des subventions publiques que nous avons reçues, on a eu la chance d'obtenir le premier prix Collegia. Donc, c'est un collectif d'entreprises liégeoises qui ont décidé donc, de nous octroyer un prix qui, évidemment, est vraiment le témoin d'une reconnaissance de ce travail professionnel et pédagogique qui est mené et qui nous soutient bien dans la réalisation du projet, puisqu'il y a quand même 80 jeunes, que ça représente beaucoup de costumes, beaucoup de dépenses, beaucoup de déplacements, etc. Cool comme ça. Allez, rends mon costume. Mais après, c'est quoi? Touk, touk, touk. Hop. Hop. Allez, les gars, laissez-moi mon espace vital, s'il vous plaît. Bah, moi je trouve que c'est un projet magnifique parce qu'on va quand même en tout danser devant 3000 personnes, enfin, c'est quelque chose de dingue. C'est super chouette, c'est super impressionnant et on rencontre plein de gens surtout. C'est génial quoi, à notre âge, danser comme ça sur la scène de l'opéra. C'est magnifique parce qu'on rencontre plein de gens et c'est super chouette. Mais moi je suis très stressée pour les séances et les spectacles. Magnifique. Merci pour cet exposé qui nous a montré comment on pouvait faire un univers commun à partir de sous-secteurs fort éloignés cartographiquement. Et j'imagine que cela suscite peut-être des questions, des interrogations, des demandes de précision dans la salle. C'est le moment, il nous reste un petit quart d'heure avant le dîner. C'est combien de budget ? On n'a pas, c'est sincère, on n'a pas encore fait les comptes. Non, mais à peu près, quoi. On peut les calculer. Au niveau de la production, pour 80 personnes, décors et costumes, moi j'avais un budget de 10 000 € pour fabriquer tous les décors, donc pour louer les projecteurs, pour faire 80 costumes. Et beaucoup de jeunes changeaient de costumes parce que dans leur histoire, ils interprétaient différents personnages. Pour la location de tous les micros, parce que bon, malgré tout, les jeunes, même si vous avez vu qu'ils chantent de grands chœurs, n'ont pas des voix lyriques, donc on n'a pas ça à l'opéra, évidemment, on ne sonorise pas les chanteurs. Donc la location du matériel des micros pour les 3 représentations. Donc ça, c'est un budget de 10 000 € environ. Au niveau de la salle, il faut compter avec le personnel d'accueil, le chauffage, etc. 2 à 3 000 €, disons, de fonctionnement, le temps des répétitions générales et des 3 représentations. Je pense que moi, au niveau budget,
C'est les déplacements de tout le monde. Oui, les déplacements de tout le monde. Donc ça peut être au niveau de l'encadrement. Ah oui, l'encadrement artistique au niveau des cachets des encadrants artistiques sur une année. Donc, hein. Il y avait le chorégraphe. Cécile, peut-être tu peux mieux le dire, parce que c'était votre part. Mais il y avait le chorégraphe que vous avez vu dans le montage. Il y a la metteur en scène, évidemment. Il y a les déplacements de tout le monde. Il y a une part aussi de catering, je vais appeler ça, parce que, en tout cas pour ma part, quand je coordonne des projets comme ça, je ne peux pas ne pas soigner l'accueil des jeunes. Ils ne vivent pas tous dans les mêmes conditions, etc. Pour moi, c'est inconcevable de les faire travailler une journée de 9h à 18h sans qu'ils aient au minimum à boire et à manger. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte également. Il y a également le fait que les animateurs viennent dans un contexte professionnel. Donc, je veux dire, s'ils travaillent un dimanche, cela a des répercussions financières que nous ne portons pas à la Fédération des maisons de jeunes, mais que chaque structure porte. Et il y a tous les animateurs d'ateliers artistiques des maisons de jeunes qui animent les jeunes pendant les semaines avec des consignes de travail pour arriver au rendez-vous mensuel que nous avons. Donc, ça fait une somme d'argent dont je n'ai pas la totalité ici, mais en tout cas, je peux vous dire que ça va au moins vers les 30 000 € pour ce qui est lié à la fédération. Marianne est coordonnatrice d'une maison de jeunes qui faisait partie du projet. Elle va nous éclairer sur les coûts. Bien, en fait, nous venions de Jambes, donc jusque Liège, et donc j'ai compté plus ou moins 3 000 € pour les prestations de l'animatrice chambre, pour aussi les déplacements et les parkings. Et je n'ai pas compté mes heures. Et donc vous faites ça fois 14 maisons de jeunes qui étaient dans le projet. Donc c'est de là qu'il est très important, évidemment, si, au niveau de l'opéra, si on valorise aussi les studios de répétition, la location des studios de répétition, la main-d'œuvre des couturières, des menuisiers, des ferronniers, des régisseurs, des techniciens son. On ne peut pas le faire si on est une structure extérieure. D'où la grande importance de mettre en commun les ressources et les énergies. Donc à l'opéra, nous avons une scène, nous avons des techniciens employés à l'année, nous avons des chanteurs employés à l'année, nous avons ces gens-là qui sont là. Donc qui viennent les dimanches sur l'année pour faire ce projet-là plutôt qu'un autre. C'est là qu'il faut gagner un peu sur les budgets en utilisant chacun de nous. C'est parce qu'ici, c'est vrai que c'était quand même un projet d'ampleur, mais chacun, les outils qu'on a. Voilà, si on a une scène, c'est déjà énorme. Si vous devez louer une scène, vous imaginez les budgets. Donc, si on tient compte de tout cela, évidemment, il faudrait... malheureusement, on n'a pas encore eu, c'est en fin d'année qu'on fait nos évaluations. Marc, est-ce qu'avec l'exposé de ce projet, on est de plein pied dans ce que tu appelais de tes voeux, ou est-ce qu'on en est resté à la périphérie? On est dans le quart ou dans le pot? Ce que je trouvais extraordinaire, c'est aussi le tout petit point de départ du stagiaire, parce que ça montre aussi la capacité que peuvent avoir des institutions qui, au point de départ, sont chacune complexes à leur niveau, d'avoir pu réagir et de saisir cette opportunité et d'être resté finalement jusqu'au bout, enfin même après 3 ans, dans cette même dynamique de la rencontre. Et donc ça, je trouvais que c'est ça le fil tendu entre la forme, le contenu. Reconnu quand vous l'avez dit. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a également des répercussions en termes de collaboration en dehors de cette dynamique du projet. Par exemple, la fédération collabore également à la Biennale internationale de la photographie, qui en 2014, par exemple, a connu un gros problème pour trouver des lieux d'exposition. Et donc, il a très vite été imaginé un espèce d'itinéraire pour les personnes publiques de la Biennale qui allaient devoir aller de lieu d'exposition en lieu d'exposition, et le travail des jeunes des maisons de jeunes là-dedans allait être plutôt un affichage urbain qui allait aider le public de la Biennale à aller de lieu en lieu. Et dans le centre-ville, c'est pas évident, et à Liège, trouver les autorisations pour l'affichage urbain, il faut être costaud et déterminé. Mais par exemple, le fait que l'opéra se situe en plein centre, dispose de grandes vitrines d'expo, on se connaissait mutuellement, donc on a interpellé la directrice de la communication de l'opéra pour lui demander si on pouvait occuper 2 vitrines pendant la durée de la Biennale pour afficher des photographies réalisées par des jeunes dans le cadre de la Biennale. Donc ça, c'est clairement une collaboration qui a été possible en cascade au projet que nous menons depuis 2010, par exemple.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions maximum avant que nous allions dîner? Allez, un commentaire d'inspecteur pour terminer. Ben, moi, ce qui me touche dans le projet, dans sa construction, c'est quand vous parlez du respect qui s'acquiert au fur et à mesure du processus et où on passe au-dessus des a priori, que ce soit des a priori culturels ou des a priori aussi qui touchent vos boutiques respectives, en fait. En préparant mon exposé tout à l'heure, c'était ça c'était le constat que je faisais souvent. Des opérateurs culturels sont voisins sans se connaître ou se comprendre. Et donc, c'est le bénéfice collatéral du partenariat, c'est qu'il sans doute, il va générer encore plus de possibles. Parce qu'après, on se connaîtra mieux et on comprendra mieux sur quoi on peut s'appuyer chez l'autre et on comprendra mieux aussi quels sont les objectifs communs qu'on peut poursuivre ensemble. Voilà. Il faut passer au-dessus et se connaître mieux. Voilà. Oui, et ne pas figer les frustrations aussi, comme on l'a dit au départ, s'il y a un premier contact ne pouvait pas être noué, ne pas hésiter à revenir, à chercher peut-être un homologue, un autre interlocuteur. Je pense, je reprends le micro, je pense vraiment que la coopération est contre nature. Ce n'est pas, donc Marc parlait de spontanéité tout à l'heure, il faut qu'elle puisse être spontanée, c'est vrai, elle n'est absolument pas naturelle. Marc parlait du quart tout à l'heure, effectivement, ce qui va motiver peut-être, c'est tiens, ça va être subventionné ou ça va être valorisé, on va obtenir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'obtenir. C'est peut-être un enclenchement, mais arriver à la phase pour, ce n'est pas naturel, je pense. Et arriver à ça, eh bien, alors c'est là que vous allez être dans le bénéfice que le partenariat peut offrir. J'ai encore le temps de rebondir. J'ai envie, je ne veux pas vous contredire. Oui, pardon. Je demande quand même l'autorisation. Parce que, étrangement, Cécile et moi, nous nous sommes fait la réflexion pendant que tout était dit, en se disant, surtout moi, hein, pardonnez-moi, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration, une direction qui lit les décrets à ma place et me donne des objectifs à atteindre. Et qu'on s'est dit avec Cécile, ah, c'est drôle, on n'a rien lu, on a fait tout ça avec juste du bon sens, du sens commun, de l'ouverture d'esprit, et on a fait tout le pour avant. Et puis on s'est rendu compte que notre pour, il pouvait éventuellement amener du quart, pour des questions très concrètes et très pratiques. Donc, je pense que si on a du bon sens, un bon sens citoyen, un bon sens artistique, un bon sens social, je pense qu'on peut rebondir ensemble.